On va parler aujourd'hui sur cette plénière du consommer mieux sans se ruiner. Alors c'est un vrai sujet qu'on a eu la chance déjà de préparer avec nos intervenants où je sens qu'il va y avoir un petit peu de piquant et c'est ça qu'on aime sur cette notion justement du pouvoir d'achat et du rôle des enseignes et des retailers dans ce pouvoir d'achat des Français. Et donc, pour répondre à mes différentes questions, on va avoir Pascal Delima, qui est chef économiste chez CGI Business Consulting, qui est l'un des plus gros cabinets de conseil au monde, quasiment. C'est ça, non? Et on a Albin Dorian-Julliard, qui est PDG de Terroir d'Avenir. Terroir d'Avenir, c'est un dénicheur de produits ultra frais, poissons, viande, légumes, etc. Respectueux de la terre et du vivant, et qui crée un vrai business qui va nous raconter un petit peu plus du terroir, comme son nom l'indique, et évidemment hyper local, hyper frais, etc. Donc ça va être super intéressant. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. On va commencer avec vous, Pascal. On va un petit peu se poser des questions macro, finalement, sur l'impact de la crise économique sur les habitudes de consommation des Français. Qu'est-ce que, justement, cette crise, elle a pu changer? Est-ce qu'il y a des évolutions, des tendances sur la consommation qu'on voit vraiment apparaître ces derniers temps? Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est macroéconomique, qui est effectivement lié au fait que nous nous sommes aperçus avec la Covid, la guerre en Ukraine, que nous avions de fortes dépendances. Des dépendances dans le domaine des procédés et des intrants industriels, des dépendances dans le domaine agricole et des dépendances également dans le domaine textile, en particulier sur des pays asiatiques, sur la Russie évidemment pour l'énergie. Et donc tout ça, ces dépendances-là font que les prix ont augmenté. Donc on a eu une problématique tout à fait nouvelle qui est l'explosion des prix. Et donc on n'était plus sur une question de marché, l'offre et la demande, et donc ça bouge sur les prix. On est sur une question géopolitique et une question d'impact négatif finalement, quelque part, hein, d'une mondialisation qui a exacerbé toutes nos dépendances. Donc ça c'est un premier volet. Et là, énormément d'enseignes n'étaient pas habituées à cela et donc ont dû s'adapter à cela, si vous voulez. Puis il y a la deuxième partie qui est la question de la sociologie, c'est-à-dire qu'on a depuis la Covid aussi une accélération des tendances green, un peu dans tous les secteurs d'activité, du bio et de toutes ces interdépendances, le durable, etc., sur tous les secteurs d'activité. Il y a une demande d'autre chose, il y a une demande de quête de sens qui est beaucoup plus forte. C'est vrai pour les recrutements, c'est vrai pour les industriels, c'est vrai aussi pour les politiques, c'est vrai un peu pour tout le monde. Et donc, un volet macro, un volet sociologique. Le gouvernement essaie de faire un certain nombre de choses avec l'inflation qu'il y a sur la partie macro. Et puis, il y a les enseignes ensuite qui ont un paquet de stratégies, on va peut-être en parler toute la journée, pour faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir un comportement raisonnable, on va dire entre guillemets, confère le thème générique de la sobriété. Et effectivement, après, il y a tout un paquet de choses sur le plan stratégique, produits, diversification, les promos, etc., au niveau des enseignes. Donc c'est un peu ces trois aspects, macro, sociologie et stratégie des grandes enseignes, qui essayent de juguler et de gérer un petit peu cette mondialisation qui a entraîné un impact sur l'inflation et quelque chose d'un peu nouveau aussi. Vous parliez de plus de sens dans la consommation. Est-ce que cette quête de sens se perpétue malgré justement cette crise économique, malgré cette inflation et la réduction du pouvoir d'achat? Elle se perpétue de plus en plus en fait, parce que la quête de sens, elle est d'abord elle est sociétale, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne revient pas en arrière. Elle est même consubstantielle au développement même de la technologie. Et déjà, Jérémy Rifkin le disait, donc ce sont des tendances complètement historiques et qui sont liées à des cycles économiques, qui sont liées à la rencontre de l'Internet et des énergies renouvelables. On a eu une époque, la rencontre de la machine à vapeur et de l'imprimerie, ensuite de l'électricité, en particulier avec les moteurs à combustion. Et puis aujourd'hui, on a l'Internet et l'énergie renouvelable. C'est des cycles économiques. Donc ce dernier cycle économique, il a un certain nombre de sous-chapitres. Et dans les énergies renouvelables, il y a le green et il y a tout le ruissellement, en fait, comme disent les économistes, du green sur l'ensemble de la société. Donc c'est quelque chose qui est vraiment endogène au capitalisme aujourd'hui et qui fait que derrière, toutes les industries, tous les secteurs d'activité vont aussi s'adapter. Je précise qu'il y a les grandes enseignes, entre guillemets, mais il y a aussi évidemment l'émergence derrière du local, l'émergence des territoires, l'émergence d'une nouvelle forme de circuit court à l'intérieur des territoires. L'émergence des territoires, ça veut aussi dire quelque part, et je pense qu'on va en parler, un peu aussi
démondialiser d'une certaine façon. Il ne s'agit pas de fermer les frontières, voilà, pas ça du tout. C'est pas du tout ça la question, mais en tout cas de protéger aussi un peu nos territoires pour avoir de meilleurs produits, etc. Et là, je pense que les experts vont développer ça. Albin, quand on parle de quête de sens, Terroir d'avenir répond, est une réponse en tout cas à tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter justement Terroir d'avenir et nous dire un petit peu quelle est ta mission, ce que tu fais au quotidien? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc Terroir d'avenir, en fait, c'est une entreprise à impact. Pourquoi? Nous, en fait, notre rôle, c'est dénicher des produits avec soin, respectueux de la terre et du vivant, et distribuer chaque jour au travers de 2 canaux. Le premier, c'est pour les restaurants et tout le CHR, puisque ce sont des leaders d'opinion, des leaders sur la façon de consommer, la gastronomie. Et donc, notre enjeu, c'est d'apporter des produits hyper saisonniers, de l'agriculture paysanne, de la pêche durable, à destination donc, du coup, de ces leaders d'opinion. Et on a un autre canal qui est celui des boutiques. Donc, on est essentiellement sur Paris. On a une vingtaine de boutiques et on a développé des savoir-faire traditionnels d'artisans de bouche. Donc, on a des boucheries, des poissonneries, des boulangeries et des primeurs et petites épiceries fines sur Paris. Donc, nous, notre mission, en fait, c'est de démontrer que par le goût, on peut agir sur la transition alimentaire. En fait, nous, on est convaincus que la transition alimentaire, elle est comprise par beaucoup de personnes et par la société, mais elle ne passera pas par la compréhension technique des enjeux écologiques, des enjeux de santé, mais aussi par le goût et la désirabilité que va inciter le goût. Et donc, nous, on s'attache à vraiment dénicher ces produits qui sont issus de terroirs, où on réencastre un peu le produit avec sa provenance. Et un peu comme ce que disait monsieur, nous, on joue un peu contre finalement ce que la mondialisation ou l'hyper-industrialisation a amené, c'est-à-dire de désencastrer l'alimentation et de déconnecter celui qui produit et celui qui consomme pour des enjeux d'hyperproductivisme, d'homogénéité des productions et autres. Et nous, en fait, c'est tout l'inverse qu'on fait, avec toutes les problématiques et j'aurai l'occasion de développer. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'au final, plus on reconnecte, on remet un nom, un visage, un savoir-faire sur un produit, et plus en fait le consommateur comprend aussi ce qu'il mange et donc passe de l'aspect technique rationnel à un aspect plus cœur et plus désirabilité. On ne l'a pas dit en introduction, mais tu es un ancien de chez Carrefour. Pourquoi tu n'as pas fait tout ça chez Carrefour? Je suis un ancien de chez Carrefour, je suis un ancien de chez Métro aussi. Du coup, moi, je suis passé par effectivement toutes les grandes anciennes industrielles. Il y a, en fait, comme le disait monsieur, je pense que c'est des mouvements de société. En fait, il faut comprendre qu'une transition, il y a plusieurs étapes. Et un mouvement de société, un mouvement transitoire va amener, va essaimer, va polliniser en fait des quêtes de sens au travers de toute la société, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Chacun va ensuite agir un peu dans son entreprise. Il y a des entreprises qui vont être plus réceptives à un moment ou à un autre, ou plus tardivement. Et donc, du coup, en fait, moi, je suis un simple individu, membre d'une société plus globale. Quand j'étais dans ces sociétés, j'ai toujours agi ou essayé d'agir pour le bien, en fait, ce que je pensais être bien, à un moment où j'étais de ma vie, à un moment où la société était. Ces grandes anciennes font un très bon travail aussi sur différents engagements, mais ce n'était pas le bon moment. En fait, dans une transition, il ne faut pas agir trop tôt, il ne faut pas non plus agir trop tard, il faut un peu suivre le mouvement. Et ensuite, après, le deuxième point, c'est que justement, moi, je suis allé chez Terroir d'Avenir pour mettre à profit mon expertise sur des sujets plus économiques, plus de business traditionnels. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit aussi un moment où tous ces petits acteurs, vous disiez tout ce que le Green SM ou tous les petits acteurs, ont besoin maintenant de passer un cap. En fait, si on veut basculer d'une transition voulue à une transition vécue, on a besoin des forces en présence, des ressources en présence, de s'ouvrir. Moi, je fais partie, par exemple, d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui était à l'origine un mouvement d'entrepreneurs des ESS, et qui veut maintenant avoir un vrai impact et faire que les choses changent. Et pour que les choses changent, en fait, le mouvement s'est ouvert aussi aux entreprises, soit impact, soit les entreprises en transition. Et en fait, aujourd'hui, il
faut bien comprendre que la transition, c'est un changement qui va résulter de la somme de plusieurs actions et de plusieurs acteurs. Et pas uniquement d'entreprises de niche ou d'acteurs de niche ou d'avant-gardistes. On arrive à une étape où pour faire basculer le plus grand nombre, on a besoin d'un plus grand nombre de ressources. Donc moi, je suis juste représentant en fait ce mouvement-là. Oui, j'ai travaillé dans des grosses entreprises. J'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je veux mettre à profit toutes ces connaissances et compréhensions aussi de ce qui fait la viabilité économique des boîtes pour justement œuvrer dans ce sens-là et faire que les choses bougent encore plus vite. Pascal, justement, Albin le disait, il y a des entrepreneurs comme lui qui montent des projets qui ont du sens. Il y a des grosses entreprises comme les grands distributeurs qui sont aussi dans cette transition. Est-ce que, évidemment, il y a une opportunité économique si elles font cette transition, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un sens économique. Mais il y a aussi un sens, comme le disait tout à l'heure Albin, presque de leader d'opinion. Est-ce que justement ces grandes enseignes ont une responsabilité dans cette transition? Est-ce qu'elles doivent avoir une responsabilité ou est-ce qu'elles sont juste là à la fin pour faire du commerce? C'est un peu comme l'histoire de Total et des surprofits de Total dans l'énergie. Est-ce que ces groupes-là ont une responsabilité? Évidemment que oui, puisque elles développent aussi de très nombreux investissements sur la transition écologique et le développement durable. Et il y a eu parfois publiquement des polémiques autour de ces grands groupes parce qu'effectivement, elles engrangent d'énormes profits et qu'on a du mal à séparer un profit qui est lié, je dirais, à l'innovation et à ses avantages comparatifs de sa part de profit qui est liée à une explosion des prix, qui est tout à fait conjoncturelle et qui est liée à une guerre. Et cette séparation-là, elle est importante parce que ça permet de prendre conscience aussi que voilà, il y a peut-être un problème de répartition parfois entre salaire et profit, surtout lorsque les prix explosent. Et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, notamment quand on a affaire à des très grandes entreprises et des grandes multinationales. Mais c'est aussi là qu'est le jeu, c'est-à-dire que c'est aussi à ce niveau-là que peuvent se faire toutes les transitions écologiques, toutes les innovations, tous les investissements en profondeur qui vont faire peut-être bouger quelque chose dans le capitalisme, si on veut vraiment adresser cette question-là. Et c'est vrai que la somme aussi, parce qu'il y a deux choses aux extrêmes, il y a ces grands investissements, et puis ensuite il y a la somme des petites actions. Les petites actions, ce ne sont pas des petites actions au sens du chiffre d'affaires, mais ce sont la somme en fait de tous les comportements. Moi je me souviens avoir animé une conférence en Lozère pour Serre France où on parlait de toutes ces start-up locales finalement qui également travaillaient avec des grandes marques et qui permettaient de développer des circuits courts. On parlait notamment de l'économie sociale et solidaire, par exemple, du parc de 1000 vaches dans le Limousin et de la ruche des abeilles, où on a vraiment l'émergence de plateformes et d'innovations qui vont en fait créer ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire à la fois du développement physique, où on peut toucher les produits, on peut les sentir, le goût pour l'alimentaire, mais dans le textile, c'est aussi pouvoir voir, etc., et avoir une relation tout à fait physique avec les différents produits, et en même temps concilier toutes ces startups qui viennent aussi développer du territoire, développer justement de la proximité entre le producteur, l'acheteur, le fournisseur. Et c'est ça qui permet aussi de baisser les coûts de production, de faire qu'on peut travailler de façon transversale sur des thématiques. La RSE, elle est tout à fait transversale, par exemple, et par conséquent gagner beaucoup en termes d'économie de ressources, de bio et d'application d'une réglementation. Donc c'est un peu dans ces deux extrêmes-là qu'on arrivera entre les grandes multinationales et les entreprises de proximité, qu'on va arriver finalement à transformer quelque chose. Mais donc la prise de conscience, elle est réelle, mais elle doit aussi faire avec les différentes composantes économiques, quand ça vient d'être dit. Bien sûr, mais hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une intervention du patron d'Intermarché sur Quotidien et il lui posait la question justement de cette transition, par exemple, de la bouteille en plastique, où il expliquait à quel point c'était hyper complexe parce qu'en fait, il y avait un lobby évidemment des marchands, que le consommateur finalement l'achetait aussi et qu'il y avait un peu une difficulté là de trouver des solutions. Il disait, bah tiens, on va mettre des recycleurs de bouteilles en plastique dans les rayons. Tout en sachant que les gens ne viendront pas avec toutes leurs bouteilles pour les faire recycler dans les rayons. Donc il y avait toujours cette dualité finalement un peu complexe. Il y a cette dualité complexe. Et puis il y a effectivement donc le figital est essentiel. Donc les magasins physiques et l'Internet, les deux doivent se concilier. Et puis il y a des atouts cachés dans les territoires aussi que vous pouvez révéler petit à petit.
Par exemple, avec du lin mixé, vous pouvez avoir du lin pour l'alimentaire, vous pouvez avoir du textile pour l'ameublement, vous pouvez avoir des produits textiles pour l'habillement en général. Donc vous révélez en plus, à travers des systèmes de proximité, vous révélez des ressources cachées qui font que finalement, derrière, en y associant des innovations, vous allez arriver à un nouveau modèle économique progressivement. Mais les gros investissements, les gros investissements de fonds et structurels, ils émergent souvent, évidemment, soit du gouvernement, donc ça c'est le plan Macron, les 30 milliards, etc., soit des grandes multinationales qui impulsent une tendance. D'ailleurs, très souvent, certaines startups, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, sont rapidement rachetées par Carrefour, etc. Voilà. Albin, justement, quand on démarre, ou en tout cas quand on mène un projet comme le tien, avec cette volonté d'être plus durable, de faire les choses avec plus de sens, etc., on fait face à quel défi de plus compliqué? Parce que j'imagine que c'est pas plus simple, c'est plus compliqué que quand on travaille dans un grand groupe comme Carrefour. Alors, déjà, pour repréciser, Terroir d'Avenir a été fondé en 2008 par Alexandre Roire et Samuel Naon, qui ont fondé l'entreprise en 2008 déjà. Et donc, du coup, en fait, les défis auxquels ils ont fait face à ce moment-là, ça a été surtout de convaincre. Au moment où ils arrivaient avec ces produits d'hyper-saison, avec pas de tomates en hiver au restaurateur de 2008, les restaurants ne comprenaient pas ou voulaient absolument avoir accès à ces produits. Donc, premier défi, c'est effectivement la prise de Presque conscience. d'éducation, quoi. Exactement. Et la prise de conscience, et face à cette prise de conscience, c'est un enjeu d'éducation, de pédagogie, de donner du sens de pourquoi en fait ça se passe comme ça. Et en même temps, dans cette pédagogie, ce qu'on se rend compte, c'est finalement, c'est pas une pédagogie sur des nouvelles dimensions, mais c'est vraiment une rééducation sur ce qu'on savait faire, sur ce qu'on savait, sur ce qu'on connaissait. Le deuxième défi auquel on se heurte aussi plus récemment, c'est finalement la vie, la consommation a fait que le Français moyen s'est écarté un peu de la cuisine du quotidien. C'est-à-dire comment je cuisine tous les jours, les produits à ma disposition, et non pas une cuisine finalement de l'efficacité où je cuisine par souci de rapidité, toujours les mêmes choses. D'ailleurs, je me rappelle d'un débat aussi sur un forum au moment du Covid, où c'était Marmiton qui intervenait et qui expliquait que pendant le Covid, les gens ont réappris à consommer et à cuisiner, et qu'ils se sont rendus compte que pour aller faire les courses, il valait mieux faire les courses avec des recettes plutôt que faire des courses sans recettes, sans préparation, parce qu'il s'avère qu'on achète toujours la même chose et qu'on fait toujours la même chose. Donc, deuxième enjeu, effectivement, réhabituer les gens à cuisiner. Et le troisième enjeu, c'est qu'au final, et je reviens sur le sujet qu'on a déjà évoqué, entre la prise de conscience et la mise en action, en fait, il y a un temps, une inertie. Parce que quand on prend conscience, on est sur l'aspect effectivement tête, rationalisation, et effectivement on comprend les enjeux à plus long terme. Mais il y a comme si aujourd'hui, en fait, ce qui prime sur les enjeux long terme, c'est des enjeux court terme, des enjeux justement de pouvoir d'achat, des enjeux de simplement comment faire, où aller, quoi acheter. Et donc, du coup, c'est aussi un troisième enjeu pour nous. Que d'aller un peu contre cette dynamique de l'immédiateté, cette dynamique du maintenant. Et je comprends les enjeux de mieux consommer, je comprends les enjeux de mieux cuisiner. Par contre, moi, tout de suite, maintenant, j'ai un pouvoir d'achat et comment je fais? Et donc, c'est aussi une troisième problématique. Et la quatrième, je dirais que nous, on travaille avec un tissu de petits fournisseurs. On travaille avec plus de 400 fournisseurs. Alors, ça paraît pas forcément grand-chose pour des grandes enseignes, mais à notre échelle, c'est énorme. Et en fait, un petit fournisseur, il n'est pas organisé de la même manière qu'une grosse coopérative ou qu'une centrale. Et donc, du coup, il faut faire face aussi à ces aléas. Et par exemple, c'est ce qui explique que nous, sur certains produits, on va avoir des productions limitées. On va avoir des productions qui ne vont pas arriver au même moment que pour tout le reste des grandes enseignes. On va avoir des problématiques de livraison pour des simples raisons très humaines de maladies, d'aléas climatiques ou autres. Et donc, on revient un peu sur tout ce que, lors de la planification,
alimentaire, on a voulu combattre pour s'assurer d'avoir suffisamment à consommer pour toute la France, nous, on revient à ces problématiques-là, bien évidemment. Donc ça aussi, il faut qu'on le gère, il faut qu'on l'explique, il faut qu'on donne du sens. Et en même temps, si on éduque bien nos clients, qu'ils soient restaurateurs ou B2C, à cuisiner tous les jours et à s'adapter à ce que la terre nous offre et à ce qu'on nous amène, bien fait que finalement, on arrive à contrebalancer. Donc je dirais que systématiquement, face aux contraintes, c'est retrouver un peu de bon sens traditionnel et essayer de faire comprendre à nos clients qu'on est une chaîne. Dans la chaîne, il y a des producteurs, il y a des livreurs, il y a des distributeurs et puis il y a des consommateurs. Et tous doivent fournir un effort et on ne peut pas tous attendre finalement, l'irréprochable, le 100% sans défaut, que ce soit le consommateur avec le produit toujours le même, au même prix, toujours de la bonne quantité, au distributeur qui doit aussi gérer avec des fournisseurs qui ont des aléas. On parle d'inflation, on parle de rupture, on parle de plein de choses. Et donc, effectivement, c'est aussi des sujets qu'on a à manager au quotidien. Pascal, la problématique du jour, c'est consommer mieux sans se ruiner. Ça veut dire quoi, consommer mieux? Et peut-on ne pas se ruiner? Donc consommer mieux, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a un certain nombre de tendances qui sont aujourd'hui, alors pour être un peu plus concret maintenant, c'est les tendances qu'on voit dans le consommer mieux, c'est très clairement l'explosion de l'occasion. On sait qu'un Français sur 3 maintenant a acheté au courant de l'année un vêtement, un électroménager d'occasion. C'est donc l'occasion, il y a une vraie explosion. D'ailleurs, c'est un phénomène tout à fait mondial, ce phénomène de l'occasion, la seconde main. Alors les grandes marques font des choses, il ne faut pas non plus... Et il y a Carrefour Seconde Vie, par exemple, la Fnac également de seconde main organise un certain nombre de services dans cette transverse-là de la seconde vie, finalement. Il y a effectivement la réparabilité des produits, c'est un petit peu lié aussi, le fait de pouvoir avoir un multi-usage et pas un usage unique. Donc ça, c'est la deuxième grande caractéristique. Ensuite, c'est la transparence, c'est-à-dire que chaque produit doit y avoir un étiquetage qui explique, parfois ça va même jusqu'au nombre de kilomètres parcourus, jusqu'à la distribution, de la production jusqu'à la distribution, je ne sais pas si vous voyez. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui va renforcer encore plus la proxy. Tout ça, c'est du consommer mieux. C'est pas toujours évident d'associer le consommer mieux avec le moins cher ou le sans se ruiner, parce que évidemment on arrive sur une énorme contradiction en économie qui est que parfois le consommer mieux, et c'est le cas des circuits courts où il y a beaucoup d'investissements, ça coûte un peu plus cher. Sauf que comme c'est plus durable, alors je mets l'alimentaire de côté évidemment, mais comme c'est plus durable, finalement à long terme, le consommer mieux, c'est aussi faire des économies quelque part, parce que c'est plus durable. Donc, au lieu d'importer un produit qui n'est pas réparable et qui a un usage unique et que vous allez jeter, vous allez mettre des CO2, etc., c'est de la pollution, etc., dans le transport, etc., et bien là, vous avez un produit qui est plus durable. Donc, à long terme, finalement, vous consommez moins cher quelque part. Donc, c'est cette équation-là qui est réalisée. Puis enfin, il y a évidemment, dans le consommer mieux, il y a tout l'aspect réglementaire. Il y a la loi AGEC de 2020 pour l'électroménager, l'industrie. Il y a Egalim également sur la question de la répartition des profits entre les agriculteurs, les producteurs, les fournisseurs dans le domaine alimentaire. Donc il y a une réglementation qui va pousser au consommer mieux. Et la question de la durabilité va aider finalement à l'aspect sans se ruiner. On espère aussi, mais là c'est des sujets qui sont un peu moins sectoriels et moins d'expertise, c'est que le gouvernement aussi puisse pallier à ce problème de l'inflation avec toutes les mesures qu'il a déjà mis en œuvre. Il y a aussi des enseignes qui font un certain nombre de choses pour des salariés en CDD, en situation de précarité. Il y a des primes précarité dans un certain nombre d'enseignes que je ne citerai pas. Bon, ce n'est pas mon rôle non plus ici. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites pour pallier à ce problème-là. Albin, justement, est-ce qu'on peut mieux consommer sans suriner? Est-ce que c'est la vraie question, en fait? Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'équilibre des dépenses, de où est-ce qu'on doit dépenser? Exactement. En fait, moi, quand j'ai eu connaissance de la thématique, je me suis dit, tiens, c'est encore une thématique qui essaie d'analyser nos problématiques avec des outils conceptuels du monde qu'on est en train de perdre, en fait. C'est-à-dire que
En fait, on cherche à mieux consommer, sous-entendu plus consommer, et sans se ruiner. Parce que quand on regarde, par exemple, la consommation des ménages, quand on la compare avec des chiffres INSEE, de 1960 à maintenant, la consommation, elle a quadruplé, d'accord, en volume. Donc, on n'a jamais autant consommé que maintenant. Maintenant, la répartition à l'intérieur de celle-ci, elle a aussi énormément évolué. On est passé de 30% de la part à l'alimentaire, par exemple, aujourd'hui à 14%. On a le logement qui a augmenté, on a les communications, les services, etc., les loisirs. Donc, bref, en vrai, moi, la vraie question que j'ai plus envie de me poser, c'est finalement comment on arbitre en fait dans sa consommation. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit conserver, qu'est-ce qu'on ne doit pas conserver. Dans une logique d'arbitrage, il faut choisir et donc il faut renoncer à certaines consommations. Et donc, du coup, c'est plus un débat de fond qu'il faut avoir, plus que d'opposer en fait la consommation avec le fait de se ruiner en valeur. Après, le deuxième point aussi que j'ai envie de souligner, c'est qu'il y a aussi des inégalités dans l'accessibilité à la consommation. Quand on prend cette part des ménages sur l'alimentaire, donc je dis 15%, c'est 14% sur la consommation à domicile, donc ce que je consomme chez moi. Et ces 14%, quel que soit le revenu, en moyenne, c'est la même répartition. Donc pareil, mieux consommer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez dit, il y a des produits qui sont plus chers dans l'immédiat, mais sur le long terme, qui ont un meilleur impact sur ma santé, sur l'écologie. Et ça, comment on y accède? Qui y accède? Est-ce que finalement, quelqu'un qui a peu de moyens, qui vit seul avec ses enfants, a le même accès qu'une famille qui vit dans plus de confort et qui a une meilleure conscience ou qui a de meilleurs moyens pour accéder à ces produits-là? Donc, moi, je dirais que si l'enjeu des enseignes, c'est s'assurer qu'on peut tous consommer toujours à moindre prix, ce n'est pas le bon enjeu. Il faut vraiment repenser avec des nouveaux outils conceptuels et se dire en vrai, quel est le projet de chaque enseigne? Qu'est-ce que chaque enseigne apporte? Moi, j'aime beaucoup quand vous donnez l'exemple de la transparence sur la provenance, mais transparence aussi sur le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça incite? Derrière un prix, il y a une chaîne. Je disais tout à l'heure, il y a des producteurs qui vivent. Est-ce que le contrat social qu'on a, c'est d'accepter, si on produit en local, que pour que je consomme plus, un agriculteur, un éleveur, un pêcheur vivent moins bien? Est-ce que ça, c'est un projet de société qu'on accepte en tant qu'enseigne, en tant qu'individu? Et est-ce qu'on va dans ce sens-là? Quand on a un produit emblématique, je vais vous donner l'exemple des galettes des rois. D'accord, les galettes des rois, c'est dans la culture française un moment convivial. On consomme quasiment tous de la galette des rois. Et on a des prix qui doublent entre des pâtissiers artisanaux qui vont faire une pâte d'amande avec de l'amande d'une provenance spécifique et une galette des rois qui est faite de façon industrielle et qui utilise non pas une amande, mais un noyau d'abricot. Mais ça, il n'y a pas de transparence sur ça. Et on compare ce qui n'est pas comparable. Et on dit, OK, pour accéder à ce type de produit, à cette consommation, finalement, c'est se ruiner que d'aller à cet endroit. Mais à cet endroit-là, on rémunère une chaîne. Et donc, pour moi, tout ce débat de mieux consommer sans se ruiner, j'ai envie de l'élargir un petit peu et de dire qu'est-ce que c'est, mieux consommer, comment on y accède et quelle est ma part de dépenses dans ma consommation et qu'est-ce que je consomme. Et ça, une fois qu'on aura avancé sur ça et qu'on aura permis de donner de la clarté, de la transparence sur ces différents leviers, je pense qu'on pourra se poser la question ensuite de pourquoi on est à tel prix et est-ce que c'est fair d'avoir ce prix-là pour un produit de ce type. Pascal, Albin le disait, il y a presque un côté aussi éducationnel finalement dans ce mieux consommer. Il y a des solutions, des innovations qui viennent un petit peu sur le marché justement pour aiguiller les consommateurs. Je pense à Yuka, je pense au Nutri-Score, même s'il est beaucoup critiqué. Est-ce qu'on voit un impact de ces innovations justement sur la consommation, ou est-ce que finalement c'est assez gadget et à la fin les gens achètent ce qu'ils ont l'habitude? Il y a un peu des deux en fait. C'est un peu gadget parfois. Pour l'instant, on a aussi des phases de publicité qui sont des phases aussi qui sont parfois importantes pour lancer un produit, pour lancer une nouvelle forme de consommation, pour lancer une transformation économique et numérique autour de cette transparence-là. C'est vrai que parfois c'est un peu gadget, mais c'est quand même important parce qu'en parallèle à cela,
il y a une vraie volonté de gérer au mieux tout un processus économique de recyclage sur le terrain économique, un processus de recyclage qui se généralise sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et derrière, il y a aussi la gestion des déchets. Il ne faut pas oublier dans le process qu'on a le recyclage, la gestion des déchets. Donc gadget, oui et non. Oui, parce que effectivement, si on ne voit pas tous les processus de logistique qu'il y a derrière, eh bien, on peut estimer que ce n'est qu'un gadget. Mais d'un autre côté, il se passe des choses petit à petit grâce à cette pression un peu communicationnelle et sociétale qui fait que finalement, il y a un mouvement qui est en train de s'enclencher et le consommateur commence à le voir. Mais ce qui est sûr, et ça, c'est la grosse contradiction qui peut rendre parfois nos propos un peu utopiques, et c'est très important de le comprendre, c'est qu'on n'y arrivera pas, et vous l'avez dit, si on ne fait pas un effort sur la consommation. C'est-à-dire que, à mon avis, si on reste sur un territoire mondialisé sur le terrain économique et qu'on ne va pas vers un peu moins de consommation, il y a une contradiction. Parce que si vous allez vers plus de consommation et que vous ne protégez pas nos agriculteurs, notre territoire un minimum, quand je ne sais pas de fermer les frontières encore une fois, mais si vous ne protégez pas un minimum, il y a un problème, il y a une contradiction. Le modèle, à un moment donné, va repartir vers les bas-coûts, va repartir vers un système de dépendance, et qui interdit économiquement qu'on aille vers là où finalement les coûts sont moins chers, où les modèles sociaux de protection sociale sont très différents. Alors j'élargis, mais je suis certain que ce cycle de consommer moins, recyclage, gestion des déchets, n'est compatible que si on protège un peu notre industrie et que si on défragmentalise un peu l'économie et qu'on la démondialise un petit peu. Donc c'est à la fois du concret, mais c'est aussi du politique en fait. Hein. C'est aussi politique. Le choix, il doit être également politique. Malheureusement, c'est un sujet. Alors je me risque peut-être à une question avec un chef économiste, mais si on dépense moins, on ne met pas la France en danger un petit peu ? On met la France en danger s'il n'y a pas de coopération. Si on dépense moins et que le modèle il est endogène et que c'est un mouvement nouveau du capitalisme, à ce moment-là, l'ensemble des économies sont poussées vers du nearshoring, pour le dire plus simplement, de la proximité, plutôt que d'externaliser au bout du monde. Il y a une tendance logique vers la réappropriation des territoires, parce que le consommateur le voudra. Donc quelque part, si le consommateur, à un moment donné, peut-être cédé à des tentations justement de surconsommer tout et un peu sur du court terme, comme vous le disiez, aujourd'hui, le mouvement il est dans le sens inverse. Donc la défragmentation et la démondialisation, c'est le consommateur qui va décider. Mais il faut aussi des choix politiques forts. Donc ça ne concernera pas que la France, ça concernera la France et l'Union européenne et les partenaires commerciaux. Et puis petit à petit, forcément, le monde occidental. Je mets un petit bémol pour les pays émergents qui sont malheureusement un peu à contre-courant de nous, parce qu'ils ont une classe moyenne qui grossit et qui sont plutôt comme chez nous, je dirais, dans les années 60-70. Donc là, je mets un peu de côté, mais au moins, si on peut déjà, sur le terrain planétaire, commencer à mettre en avant justement nos territoires et nos avantages comparatifs et les reconsidérer autour de circuits courts, on aura déjà gagné quelque chose d'assez important pour l'Europe, pour l'Union européenne, avec de nouvelles lois derrière qui vont se généraliser. La loi APEC et Egalim existe également en Allemagne, elle existe également en Espagne, elle existe également, et elle s'est faite comme ça progressivement aussi. Albin, tu voulais intervenir. Juste sur ce point, alors je ne suis pas économiste et je n'aurais vraiment pas la prétention de savoir sur tous ces sujets, mais en tout cas, nous, ce qu'on vit chez Terroir d'Avenir, c'est que on n'est pas une grosse entreprise. On n'a pas vocation à avoir un réseau de 600 magasins. Pour autant, on est en pleine croissance et on est à notre échelle satisfait du rythme auquel on va. Et donc ça me fait penser en fait à la question que vous posez et ce que je disais tout à l'heure sur potentiellement les anciens outils conceptuels, c'est de dire en fait, est-ce que la sobriété, c'est finalement accepter que, on ne va pas chercher de l'hyper-croissance. Pour autant, il y a de la croissance. Il y a de la croissance sur des petites entreprises, il y a des croissances sur des périmètres plus restreints. C'est sûr qu'on ne fait pas 150%, qu'on ne va pas couvrir le marché national en quelques années, mais pour autant, on se satisfait et on avance à notre rythme. Et donc, est-ce que ça, c'est mauvais pour la France? Est-ce que ça, c'est mauvais pour la consommation? Moi, je pense pas, quoi. Et donc, du coup, à cette question de est-ce que si le Français consomme mieux, du coup, des arbitrages, donc certains consommeront plus aussi, d'autres consommeront moins, est-ce que c'est mauvais pour la France? Moi, j'ai le sentiment, en tout cas sur le terrain, quand on est dans nos magasins ou avec nos restaurateurs, que non, en fait, en vrai. Et qu'aujourd'hui, il y a une dynamique
et qu'elle est positive et qu'elle est plus uniquement positive pour l'entreprise, mais elle est aussi positive pour la communauté. Alors, je vais avoir une petite question provoque pour toi, Albin, mais aujourd'hui, tu as quand même un réseau de boutiques important, des restaurateurs qui te font confiance, mais c'est des restaurateurs qui coûtent plutôt cher. Les boutiques sont placées dans des endroits de gens plutôt privilégiés. Euh, Pourquoi tu n'as pas la possibilité aujourd'hui d'aller dans des villes de banlieue, d'aller dans des quartiers plus défavorisés? Est-ce que c'est pas là aussi ta mission que d'aller chercher des gens qui viendraient pas chez toi naturellement? Alors c'est une très bonne question et c'est ma problématique que je posais tout à l'heure, c'est l'accessibilité en fonction des pouvoirs d'achat, du mieux, en tout cas du plus sain, du plus vertueux en consommation, l'accessibilité à ça. Alors plusieurs réponses. La première c'est nos restaurants, alors c'est faux, en fait on a le ticket moyen de nos restaurants, c'est plutôt aux alentours de 30 à 50 euros, d'accord, sur la majorité des restaurants avec qui on travaille. Nous, on travaille beaucoup avec des restaurants adeptes de la bistronomie. Et en fait, quand on cuisine des produits du quotidien, quand ils ont en fait une cuisine à l'ardoise, une cuisine au menu du jour, en réalité, c'est les menus qui sont les moins chers. On voit qu'à Paris, par exemple, se rouvre le concept, un peu comme les bouchons lyonnais, de la cuisine traditionnelle qui est à 15 euros le ticket le midi. Donc on voit qu'il y a aussi une nouvelle dynamique sur la restauration et bien au contraire, nous, on a des produits effectivement qui sont plus chers parce que forcément, on va chercher des produits qui sont dans des endroits reculés du Pays Basque. On va chercher des produits, comment dire, jusqu'en Sicile, dans des terroirs qui sont en pleine évolution, etc. Donc forcément, il y a un coût à ça. Mais le restaurant, lui, il va transformer. Et donc quand il va transformer, c'est aussi à lui de faire l'effort qu'on disait. C'est vraiment un équilibre sur son food cost pour avoir un ticket moyen raisonnable par rapport à la cuisine qu'il souhaite donner. Donc sur la restauration, je dirais que ce n'est pas un vrai débat. Sur la partie maintenant d'accès et de s'installer dans des quartiers plus défavorisés, du coup, déjà, alors je ne voudrais pas citer de ville où on est parce que je ne voudrais pas tomber dans un jugement facile, mais nous, on a vocation, pourquoi pas, aller dans les lieux où il y a un peu moins de pouvoir d'achat. Nous, notre enjeu, c'est surtout de trouver un lieu qui, pour nous, a un prix raisonnable pour garder une viabilité de notre business model. Donc on travaille par exemple à Paris avec la CEMA-Est, qui est en fait un fonds qu'a doté la mairie de Paris pour justement, dans les quartiers en reconversion ou dans les quartiers où il y a une monoactivité, de garantir une diversité de l'offre et des commerces de proximité. Donc ils achètent, grâce à ce fonds, des murs et ensuite ils les mettent à disposition de commerces de proximité pour garantir justement cette accessibilité à cette diversité. Donc on travaille avec des associations comme ça et des entreprises comme ça pour justement être présents dans ces lieux-là. Après, il y a un deuxième enjeu qu'on a aussi, nous, et sur lequel on œuvre. On travaille aussi avec des associations pour intervenir dans les écoles, pour donner de la pédagogie, parce que ça passe aussi par là. C'est-à-dire que forcément, la prise de conscience, accepter justement de sortir de ce schéma de comment je consomme mieux à moindre coût, eh bien, il y a un devoir pédagogique. Après, nous, on a aussi une réalité économique. Si on ouvre une boutique dans des milieux défavorisés, qu'il n'y a pas ce travail pédagogique sur la compréhension et la dissociation entre mieux consommer, prix, immédiateté, et que le coût, loyer, viabilité économique est trop élevé, là, du coup, on ouvre un endroit pour le fermer quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, c'est vraiment assez subtil, mais en tout cas, on travaille dans ce sens, effectivement. Pascal, tout à l'heure, vous parliez de traçabilité, de transparence. On parlait aussi du Nutri-Score et autres. C'est vrai que par exemple, moi j'ai du mal maintenant à acheter des produits qui ont des notes E, F. Je me dis, bon, je vais m'en passer. Il y a une technologie auquel je pense, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui est un peu plus discrète en ce moment, c'est la blockchain. Est-ce que justement la blockchain peut aussi être une solution ou une partie de la réponse pour justement amener le consommateur à mieux consommer parce qu'il saura un peu mieux d'où ça vient? Oui, tout à fait. Alors la blockchain vaut aussi dans les autres secteurs d'activité, exactement comme dans le domaine de l'énergie, de l'industrie, le textile et de l'alimentaire. C'est que c'est un véritable outil innovant, c'est un outil qui permet aussi de comprimer les coûts, de développer des startups, de
de faire que finalement on défragmentise l'économie en permettant plus de proximité. Et c'est surtout un moyen exceptionnel de transparence autour de thématiques réglementaires comme la RSE. C'est-à-dire que là, vous allez avoir tous les produits qui vont être blockchainisés quelque part avec leurs indices de score de façon tout à fait transversale sur tous les secteurs d'activité. Et par conséquent, c'est le consommateur qui devient lui-même proactif et qui peut choisir en fonction de la disponibilité géographique et de l'accessibilité financière et du respect de la réglementation, les produits qu'il souhaite consommer. Donc on a effectivement dans la blockchain des exemples, des cas d'usage déjà qui se développent. Et c'est vrai aussi, évidemment, parce que plus vous allez pouvoir finalement transversaliser vos thématiques, plus vous allez pouvoir mettre des outils qui vont permettre de comprendre les procédés de production, les stratégies des marques, la logistique. Et ça, c'est aussi autour de l'intelligence artificielle. Blockchain plus IA plus data, c'est vraiment le triangle qui fait qu'on va pouvoir, quelque part, encore mieux informer le consommateur et aussi mieux tracer les produits et aussi comprimer les coûts et arriver quelque part, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive un petit peu à un peu plus de sobriété et à consommer un peu moins avec des décisions politiques fortes à l'échelle européenne, à changer un peu de modèle. C'est des enjeux technologiques aussi dont on va faire face Terroir d'avenir? Ou c'est un peu loin? Je pense qu'à très long terme, oui, certainement. Aujourd'hui, c'est loin de notre quotidien de petits acteurs. On travaille avec des agriculteurs qu'on doit équiper en termes d'outils, de devices. On travaille avec certains acteurs aussi où on est encore sur du papier. Donc, je pense que ce n'est pas la même échelle, mais encore, tout à l'heure je disais, c'est la transition, c'est une erreur de penser qu'un marché va agir seul, en fait. C'est vraiment la somme de plein de variables, de plein de tendances qui va faire qu'on va tous avancer. Et certainement, on trouvera l'usage, comme vous le dites, Pascal, de l'usage de cette triptyque pour des marchés comme le nôtre. Actuellement, l'accessibilité à cette technologie, est coûteuse pour des entreprises comme les nôtres. Il faut avoir... ce sont des technologies dites plateformes, donc il faut que tous les acteurs investissent, et même pour les gros acteurs, il faut se mettre autour de la table, et aujourd'hui encore, il y a des difficultés à savoir qui investit sur quoi pour la plateforme et qui va détenir la plateforme et comment on va l'utiliser. Alors c'est plus facile avec la monnaie, entre guillemets, et toute la tendance qu'on a vue ces dernières années, mais là, dans le monde industriel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui investisse à un moment ou à un autre. Et donc, il faut se mettre d'accord. Donc, nous, aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore un peu lointain. Il y a plein de perspectives qui s'ouvrent. C'est tant mieux. Moi, je suis ravi que ça puisse, à un moment ou à un autre, jouer pour la transition alimentaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore notre sujet. Et puis, vous avez une chance, et vous avez su développer cette chance, c'est que vous avez créé ce rapport de confiance avec le client. Et donc, il va peut-être moins aller voir d'où vient le produit parce qu'il vous fait confiance sur parole, alors que peut-être chez un grand distributeur, il y a un peu plus de défiance et on va aller vérifier s'il nous raconte les bonnes choses. Il nous reste 2 minutes. J'ai pas vu le temps passer. J'étais pas du tout allé au bout de mes questions. Est-ce que quelqu'un a une question, des questions à poser à nos invités? Non? Comment est-ce possible? Bon, il n'y a pas de questions, il reste 1 minute, du coup on va vous remercier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre intervention. Allez soutenir Terroir d'avenir, hyper important. Et puis si vous avez besoin de conseils économiques et business, vous pouvez aller voir Pascal. Merci à tous. Et puis on se retrouve du coup l'heure d'un petit café. Et puis on se retrouve à 10h pour les prochaines conférences. Merci à tous.